Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. J'ai failli oublier qu'on avait un deuxième invité également qui nous attend de l'autre côté. Allez, on va maintenant s'arrêter un tout petit peu sur les 20 ans de la résolution Femmes, Paix et Sécurité de l'ONU pour faire un peu le bilan avec sur le plateau ce matin le professeur Adjaratou Wara Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Aïda l'a rappelé, elle est enseignante également chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, avec professeur Ndiaye, on va revenir sur cette résolution. Donc, alors, professeur, cette résolution, où en est le Sénégal exactement, cette résolution paix, femmes, paix et sécurité, où en est le Sénégal exactement après 20 ans donc? Après 20 ans, le Sénégal a certes des avancées, mais nous avons également beaucoup de défis. Parmi les avancées, nous allons citer maintenant la présence des femmes au sein des forces de défense et de sécurité. Nous avons de plus en plus de femmes au sein de la police, de la gendarmerie, des forces armées, mais également des eaux et forêts. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous voyez maintenant les femmes politiques. On a des femmes maintenant qui ont des postes de responsabilité au niveau politique, au niveau de la composition du gouvernement également. Nous avons beaucoup de femmes ministres. Concernant les documents, le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir adhéré. Le Sénégal est un grand contributeur donc, parmi les missions de maintien de la paix, mais certes, on n'a pas encore atteint le taux idéal pour les femmes. Concernant les documents, nous avons le plan d'action national qui doit être finalisé, mais également la SNEC, donc la stratégie nationale pour l'équité, l'égalité et le genre. Que dit la résolution des Nations Unies? Que dit cette résolution et pourquoi les Nations Unies ont pensé à mettre en place donc, cette résolution? Cette résolution, en fait, aujourd'hui, elle est la plus connue parce qu'en fait, nous avons de plus en plus de conflits en Afrique. Des conflits intercommunautaires, des conflits ethniques, et le visage des conflits a changé en Afrique. Et en fait, cette résolution, en fait, elle est la première à reconnaître en fait que les conflits ont un impact considérable sur les femmes et les enfants. Donc c'est ça en fait la résolution 1325 et l'idée derrière, après on a d'autres résolutions qui renforcent celle-là, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de résolution 1325 et connexes. On a d'autres résolutions en fait qui appuient celle-là pour lutter contre les violences faites sur les femmes et les enfants dans les zones de conflit. En résumé. Okay. Mais est-ce que ça a permis aujourd'hui de réduire ces violences? On sait hein, que dans les différents conflits de l'Afrique, il y a beaucoup de viols parfois et des violences exercées sur les femmes. Est-ce que ça a permis justement, après 20 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amélioration significative de ces... Il y a une amélioration, certes, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de défis. En fait, selon les chiffres de l'HCR, en plus des violences, des viols que vous avez cités, en fait, beaucoup de déplacés aussi bien internes que internes, en fait, sont impact sur les femmes. Je pourrais le dire comme ça. En fait, 75 à 80% de l'impact en fait de ces conflits concerne les femmes et les enfants. Et avec cette résolution, les femmes qui participent aux missions de maintien de la paix sont importantes parce que, comme vous l'avez dit tantôt, lorsque vous êtes violé ou bien vous avez subi une agression liée à un homme, il vous est difficile d'aller vers un homme, quel que soit son statut. Mais lorsqu'on a des femmes au niveau des forces de maintien de la paix, donc les femmes ont plus tendance à avoir confiance, à aller vers ces femmes. Et c'est pour ça que de plus en plus, les missions des Nations Unies appellent à la présence davantage de femmes au sein de ces missions. Mais quand même, ils voulaient un taux de 50% de femmes dans les contingents. Et aujourd'hui, donc, on est à moins de 20% au niveau national, donc vous voyez au niveau mondial, excusez-moi. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Et au Sénégal, on a vu ces dernières années beaucoup de femmes entrer dans l'armée. Pensez-vous que les chiffres de ces femmes présentes au niveau des forces de sécurité sont significatifs? Et quel impact aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui?
La présence des femmes a radouci, si on peut le dire un peu, parce que c'était un corps vraiment dévolu donc, aux hommes. Et nous avons les pesanteurs socioculturels également qui font que les familles, nos populations voient encore très mal une femme intégrer les forces de défense et de sécurité. Donc la police, donc, qui est une force civile, était la première donc, à intégrer les femmes en son sein. Après, nous avons également les forces armées, mais avec l'école militaire de santé. Et c'est en 2006 seulement que la gendarmerie a accepté les femmes en son sein. Donc, juste pour vous dire, en fait, qu'on a certes les pesanteurs, mais également le niveau d'éducation. Et la plupart des femmes qui ont un certain niveau d'éducation, surtout les femmes universitaires, en fait, elles pensent qu'elles n'ont pas leur place au sein des armées. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Donc, il faut sensibiliser et les parents, donc la communauté, mais également sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent en fait intégrer ces forces parce qu'il est encore prouvé qu'on a moins de corruption lorsque on a une femme présente dans une équipe. Dans une équipe. Rabat. J'aimerais qu'on parle un peu d'un cas assez sénégalais, ce sont les Badianougor, qui ne sont pas forcément dans le maintien de l'ordre ou dans l'aspect sécuritaire, mais qui jouent un rôle très important pour la préservation de la paix au niveau communautaire. Est-ce que cette idée de l'État du Sénégal entre en droite ligne avec cette résolution des Nations Unies par rapport à la préservation de la paix et aussi le rôle des femmes dans cette société, les Badianougor? Je suis vraiment heureuse de vous entendre citer les Badianougor. J'ai l'habitude de dire en général qu'au Sénégal, nous avons quelque chose de merveilleux. Nous avons les Badianougor, les Ndeyudara. Et en fait, dans le cadre de la médiation, nous n'avons pas besoin d'être FDS, donc d'être femmes FDS. Dans le cadre de la médiation, nous avons besoin de femmes, actrices, leaders, qui puissent en fait ramener à la cohésion sociale et à la paix. Et les Badianougor ont tout à fait leur place dans ce corps donc, de médiatrices. Et nous, à Partners West Africa, Sénégal, nous utilisons beaucoup les Badianougor parce que nous avons une approche communautaire et nous travaillons beaucoup avec les leaders communautaires, dont les Badianougor et les Ndeyudara, peut-être, par exemple. Je vais revenir sur une question, Sarah. Vous parlez tout à l'heure de la présence des femmes au niveau des zones de conflit, mais est-ce que les femmes veulent bien y aller? On sait toutes les contraintes auxquelles elles sont exposées, maternité, éducation des enfants, etc. Je sais par exemple que les médecins militaires sont souvent au front pour gérer par exemple les questions liées à la santé, etc. Mais est-ce que c'est facile de concilier les deux? Excellente question, c'est la prise en compte en fait de l'état physiologique même de la femme. Et récemment, l'année dernière, nous avions organisé une conférence régionale des femmes forces de l'ordre qui a réuni les femmes policières et gendarmes du Sénégal, du Burkina Faso, et du Mali et du Niger. L'idée, c'était en fait de discuter des défis en fait, auxquels ces femmes sont confrontées. Et parmi ces défis, effectivement, elles ont posé le problème de la maternité, mais également après la maternité, la garde des enfants. Hier, nous avions organisé en fait un webinaire qui portait sur l'état des lieux de ces résolutions au sein des FDS. Et la chef division genre des forces armées nous a appris que la gendarmerie est en train, excusez-moi, l'état-major général des armées est en train de vouloir construire une crèche pour les femmes forces de défense et de sécurité. Et la gendarmerie l'a également intégré dans la proposition qu'elle a soumise à ELSI, qui est un fonds canadien appuyé par ONU Femmes. Et nous espérons que ce seront des avancées que les autres femmes des autres corps, parce que ce n'est pas le problème uniquement des forces de défense et de sécurité. Par exemple, vous, journalistes, par exemple, à 7 heures, donc si vous avez un enfant, il vous est difficile de laisser votre enfant à la maison, surtout si vous n'avez pas votre maman ou bien une grand-mère pour vous aider. Donc, si vous aviez, par exemple, une crèche ici, les femmes universitaires également ont posé ce problème. Et je vois que Mme Rokhaya Dabofa, la présidente de l'AFTU, a beaucoup de travail. Également, les femmes de l'AGS, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'autorité parentale. Donc, on a beaucoup de défis encore. Certes, des pas ont été enregistrés durant ces 20 ans, mais nous en demandons encore. Comment se passent les relations entre les structures concernées par vos problématiques, police, gendarmerie? Comment ça se passe, les relations?
Nous avons de très bonnes relations avec ces corps, la police et la gendarmerie, parce que, en fait, la promotion d'une gestion inclusive, c'est-à-dire participative de la sécurité, est un axe transversal de nos programmes, comme le leadership des femmes et des hommes. Et nous menons des plaidoyers envers les autorités de la police et de la gendarmerie, qui les accueillent très bien. La preuve, ils ont autorisé hier le point focal de la police, la chef de division genre de la gendarmerie et celle des forces armées à animer le webinaire que nous avions organisé. Hier, c'est ça? Hier seulement. Très bien. Les grandes conclusions de ce webinaire, vous pouvez revenir Les grandes conclusions, nous les partagerons sous forme de notes d'information, policy brief. Et les grandes conclusions, c'est qu'il faut recruter davantage de femmes, en fait, pour augmenter le taux de présence des femmes au sein de ces corps. Mais également, il ne suffit pas seulement de les recruter, mais il suffit également de les accompagner à ce qu'elles puissent avancer dans leur grade. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas confinées aux tâches subalternes, administratives, la cuisine, mais qu'elles puissent intégrer davantage les postes de responsabilité et surtout participer aux missions de maintien de paix. On a eu une dame à la tête de la police, hein, Anna Semoufaï. Hein. Ouais. Ça aussi, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. D'assez exceptionnel, mais c'est la seule, et depuis lors, on n'en a pas eu. Donc, c'est pas... seulement elle était la directrice de la police nationale, mais depuis là, par exemple, la police a uniquement à ce jour 4 commissaires principaux de police. Et donc, la police est en train de faire certes des efforts, mais nous en demandons encore plus pour nos femmes. On vous reproche d'en demander toujours plus. Oui, on nous reproche d'en demander toujours plus, mais en fait, lorsque les femmes avancent dans le grade, donc ça donne plus confiance à nos filles d'intégrer ces corps. En fait. Et aussi, ça donne confiance aux femmes diplômées de pouvoir intégrer, sachant qu'elles vont avancer et qu'elles pourraient occuper des postes de responsabilité au sein en fait, de ces corps que sont la police, la gendarmerie et les forces armées. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la question du genre, cette problématique est de plus en plus prise en compte dans le débat public et même au niveau des forces de défense et de sécurité? Effectivement, elle est de plus en plus prise en compte parce que le système des Nations Unies l'a bien compris parce que nous célébrons cette année les 20 ans, certes, de la résolution, mais il faut comprendre que c'est 10 ans après qu'ils ont mis en place ONU Femmes qui a remplacé UNIFEM. Mais pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'il fallait une organisation forte pour appuyer davantage le genre. Donc en 10 ans, on a vu que ONU Femmes a fait un travail considérable, mais aujourd'hui on en parle toujours, c'est parce que quelque part un travail considérable a été fait, certes par les organisations de la société civile, les ONG, mais également par cette institution forte du système des Nations Unies. Et quelles recommandations est-ce qu'aujourd'hui vous avez pour une présence significative des femmes dans les forces de défense et de sécurité, notamment dans la prise de décision? Je pense que les autorités que je salue au passage, de la police et de la gendarmerie et des forces armées, ils en sont conscients. Ils en sont conscients parce que, par exemple, avec l'appui d'un partenaire, par exemple des CAF, qui a appuyé le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, ils ont pu mettre en place une stratégie sectorielle genre des forces armées. Et la police est en train de vouloir suivre le pas, la police est en train de réviser même en fait son système et je pense que ils vont bientôt ériger une division genre à l'instar de la gendarmerie et des forces armées, par exemple. Et là, ça va donner confiance davantage à nos filles. Et le regard de la population sur ces femmes FDS va changer. Et par exemple, je vois également de plus en plus dans le secteur de la sécurité routière qu'on voit des femmes gendarmes de plus en plus. Oui. Et donc, la police aussi va peut-être davantage mettre au niveau du secteur de la sécurité routière des femmes. Et je pense qu'on verra que le visage en fait, du Sénégal va changer avec ces nouvelles responsabilités qui seront confiées aux femmes. J'avais une petite dernière question. Est-ce que les spécificités dont on a parlé tout à l'heure concernant justement les femmes de manière générale, est-ce que ce n'est pas parfois source de préjugés ou de discrimination pour ces femmes au niveau des forces de défense et de sécurité? On se dit elles seront peut-être moins compétentes que les hommes parce qu'à un moment il faut qu'elles partent en congé maternité, elles ne pourront pas répondre véritablement. Vous travaillez à lutter également contre ces clichés-là? Effectivement, parce qu'en fait, ce sont des préjugés, comme vous l'avez dit, appelés, mais qui sont fausses. Parce que des études scientifiques ont prouvé
que elles sont sur le terrain et qu'elles sont mises dans les mêmes conditions que les hommes, elles fournissent la même qualité de travail. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on demande et que le Canada, en fait, est l'un des pays qui appuie beaucoup le genre au sein des forces de maintien de la paix. Et donc, du coup, le Canada a initié, en fait, ce projet ELSI pour appuyer davantage le recrutement, l'avancement des femmes, mais surtout leur présence au sein des missions de maintien de paix. Et donc, vous voyez que c'est juste des préjugés, en fait, de fausses perceptions, en fait, qui existent dans notre imaginaire, mais qui sont appuyés par les facteurs socioculturels. Et donc, ce sont ces facteurs socioculturels qu'il faut essayer, en fait, de contourner par une meilleure sensibilisation et un plaidoyer en l'envers, donc, des autorités. Et comment voyez-vous les médias, quand ils parlent souvent du rôle de ces officiers, on montre d'abord que c'est d'abord une bonne mère, une bonne cuisinière, alors que le portrait n'est pas censé s'intéresser à ça, et s'intéresse à son travail en tant que commissaire ou en tant que leader de la gendarmerie. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que les clichés n'ont pas encore les peaux dures, même du côté des médias? Effectivement, les médias, comme je disais tantôt, maintenant, vous êtes le quatrième pouvoir. Et donc, peut-être ça participe à une certaine sensibilisation de nos parents, parce que quelque part également, nous avons le regard de l'autre qui compte énormément. Et donc, en prouvant quelque part à nos parents que malgré, je le mets bien entre guillemets, malgré que nous soyons commissaires de police, nous jouons parfaitement bien notre rôle de mère, le même rôle de mère que ces mères qui sont au foyer ou bien qui ont choisi d'autres métiers. Et je pense que c'est important, ça participe quand même à une promotion de ces femmes, mais également à appeler les autres filles à intégrer ces corps. Mais il faut juste très bien le présenter. Merci beaucoup, professeur Adjaratou Oh là là, Waha Aïdara Ndiaye, mille excuses. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Merci d'être passée sur ce plateau pour revenir justement sur cette résolution, Femmes, Paix et Sécurité de l'ONU, 20 ans déjà. On a essayé de faire le bilan avec vous, beaucoup d'avancées, mais également beaucoup de perspectives et beaucoup d'efforts à faire justement pour renforcer la présence des femmes au niveau des forces de défense et de sécurité.